In the last election, Mr. Carney promised Canadians that he was going to take an elbows-up approach to the United States. He was going to vigorously defend Canada's sovereignty and our independence. And in fact, on March 27th, he made a very clear statement to Canadians that the old relationship that Canada had with the United States, one of deepening economic and military integration, was over. And yet, today, we see documents that have been leaked from the negotiations between the Carney administration and the Trump administration that appear to directly contradict that. We now know that our fear that the Carney administration was going to be negotiating the Golden Dome of Donald Trump, a $61 billion deepening military project that would more closely have Canada integrated with the American military system, is actually on the table and being advanced. That is directly contrary to what Mr. Carney told Canadians during the election, and it is an absolutely wrong direction to go. Canada right now should be pivoting away from the United States, especially when it comes to military involvement, because Donald Trump has proved to be such an erratic and unreliable partner. Second, we've already raised concerns about transparency in these negotiations. Now, we don't expect the negotiations to be conducted in public. I understand that the negotiators have to have room to be talking behind, in private, and so that they can fully explore the issues. However, I want to know who's at the table. Previous Liberal governments have made quite a deal out of appointing different stakeholders from society to be present and advising them. Yet we don't know anything about that in these negotiations. Are there worker representatives at the table? Are there Indigenous representatives at the table? Are there representatives of Canada's municipalities at the table? We have no idea. Or is this just negotiation led between a banker and a billionaire? So I'm very concerned about the reports that came out today about the negotiations on tariffs between Canada and the United States, and I think it's time that the Carney government became more transparent with Canadians, let us know who's negotiating, and definitely explaining to Canadians why he's pursuing deeper military and economic integration with the United States when he promised Canadians that he would do exactly the opposite. Merci, Don. Oui, effectivement, au NPD, on est extrêmement inquiet des nouvelles qu'on apprend aujourd'hui. M. Carney, pendant la campagne électorale, a dit aux Québécois et aux Canadiens qu'on doit se tenir debout face aux Américains de Donald Trump, qu'on doit être capable de se défendre, vous savez, les coudes hauts, les analogies du hockey, et de prendre notre distance avec le géant américain qui nous menace, qui menace notre souveraineté, qui veut nous annexer puis qui veut nous punir également. Et là, ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est ça aurait l'air qu'il y a une plus grande intégration militaire avec l'administration de Donald Trump. M. Carney n'a jamais parlé de ça pendant la campagne électorale. Il n'a jamais eu le mandat de dépenser 61 milliards de dollars pour participer à un programme américain de défense antimissile. C'est le fantasme de Ronald Reagan qui avait amené une course aux armements. Ça sort d'où, ça, ce dôme doré, soudainement? Depuis quand c'était dans la plateforme des libéraux de participer à un programme militaire et spatial américain sous la présidence de Donald Trump? C'était tout l'inverse qu'il a promis aux Québécois et aux Canadiens. Ça n'a pas de maudit bon sens, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui. Ça va nous coûter un prix de fou pour quelque chose sur lequel les libéraux n'ont aucun mandat. Et en plus de ça, la cerise sur le sundae, c'est que là, on apprend qu'il y a un milliardaire qui est président américain, puis un banquier qui est premier ministre du Canada qui négocie quelque chose ensemble, puis on ne sait pas qui est autour de la table. Comment ça se fait qu'il n'y a pas cette transparence-là? Est-ce qu'il y a des représentants des travailleurs dans ces discussions? Est-ce qu'il y a des représentants des Premières Nations dans ces discussions? Est-ce qu'il y a des représentants des municipalités dans ces discussions? Évidemment, on ne peut pas négocier sur la place publique, mais au moins qu'on soit conscient du processus, des acteurs. Comment ça se fait qu'on l'apprend par une fuite alors que le Parlement n'a jamais été ni consulté ni informé de quoi que ce soit? Alors, c'est une absence de transparence de la part du gouvernement libéral de Mark Carney. Et puis aussi, c'est un engagement qui est dangereux pour l'économie canadienne, les budgets canadiens, mais également pour l'avenir du Canada comme pays souverain militairement. Qu'est-ce qui vous inquiète précisément avec le Dôme d'or? Bien,
c'est un système qui n'a pas été expérimenté, qui va coûter des dizaines de milliards de dollars, sur lequel les libéraux n'ont aucun mandat, puis ils ne devaient pas prendre cette décision-là. Et ça peut aussi provoquer une course aux armements. Des petits détails comme ça. Puis M. Carney nous annonce que peut-être il va participer à ce dôme doré, qui est une espèce de fantasme du président Trump, parce qu'il aime ça, toutes les affaires qui sont dorées, puis il pense qu'on est capable de faire ça en Amérique du Nord. J'ai aucune idée si c'est possible de faire ça, puis je pense même pas que c'est une bonne idée. Mais est-ce que le jeu pourrait ne pas en valoir la chandelle? Si on arrive à un accord qui nous permet de faire lever les tarifs douaniers, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait donner en échange? Bien, il n'y a aucune garantie que les tarifs vont être levés. On ne sait pas ni quand, ni comment, ni avec qui. Puis M. Carney n'a jamais dit « Je vais me battre pour lever les tarifs en échange de participer à un bouclier antimissile de Donald Trump ». Peut-être que les électeurs auraient réagi différemment si on avait su ça. In English, if it leads to no tariffs, would the Golden Dome be a good thing for Canada in that situation? Well, I don't think we're in a position to do such a crass trade-off. Why are we inviting Modi and MBS to the G7 in Canada? What kind of message does this send to Canadians? I mean, I think these are such vitally, profoundly important issues that they can't be bundled together in a trade-off. You know, a $61 billion fanciful Golden Dome Trump fantasy that more deeply integrates Canadian military into the American military at a time when, you know, we've already seen how vulnerable that makes Canadians is absolutely wrong in any situation, I think. And, you know, it's funny. Lloyd Axworthy, the former Liberal foreign minister, said that even entering into discussions with the Golden Dome was a betrayal of the vision of Canada that Mr. Carney put forth during the election. It appears that it was elbows up during the pre-game skate, and they're dropped the minute the first period starts. And this is not the right message to be sending to Trump. It almost appears that Mr. Trump is pressuring Mr. Carney to do things that are not in the best interest of Canada. And I don't think that, you know, tariffs are important and we need a strong, united Canadian position. We have to fight with all our might against these unjust tariffs, but not at any price. For Canada, you're saying not to further integrate with the American military, but to our north in the Arctic, we're seeing increased threats from China and Russia. Your government, your party is opposed to inviting Modi to the G7 and increasing relations with them. The list is starting to get very short of who Canada can rely. So who should we be more integrating our military with to keep our borders protected? Well, I disagree. I think there are many, many countries that are willing and stable partners. We have the entire European Union. There are a lot of countries who I think are not threatening our independence and sovereignty or committing gross human rights violations. You know, that's the point of our position, is that we shouldn't be rewarding or deepening relationships with countries that are such brazen violators of international norms. You know, Mr. Trump is violating the present trade agreement we have with between Canada and the U.S. right now. He's threatening our independence. Even in describing the Golden Dome, Donald Trump couldn't help himself but actually issue a veiled threat that if we joined the United States as a 51st state, he would waive the $61 billion. You know, this is not serious negotiations between two sovereign countries that respect each other. And neither should we commit Canadian taxpayers to an absurdly expensive program that will leave us vulnerable to a foreign country that has proved itself so unreliable. So you don't think there'll be any consequences if Canada doesn't participate then? In the Golden Dome? Right. You don't think there'll be any consequences when you're dealing with Donald Trump if Canada doesn't participate in it? No, you know what? I think Canadians want Canada to chart an independent foreign policy. We've been very proud when we've done that. I think Canada rejected the invitation of Ronald Reagan, I think, to participate in Star Wars, a very similar program to this. We rejected the invitation to join the Iraq War. To this day, I think Canadians are very proud that Canada displayed an independent foreign policy based on principle and based on what's best for Canadians. That's what we're asking the Carney government to do right now. Charlie Angus today said that the party suffered an unmitigated disaster in the last election because it lost touch. Do you agree with that? Well, it was a tough election. There's no doubt about that. I mean,
we're down to 7 seats. And I think right now the key thing is to engage in a really authentic visioning process with our membership to really explore where we've come from, why we're in the position we're in, but more importantly to chart a better path forward. So that I don't want to second guess what our membership and our grassroots and our progressive allies have to say, because there's different opinions on why we're in the position we're in, and I want to, as leader of the party, I don't want to prejudge that process. But do you think you've lost touch? Do you think the NDP has lost touch with people? No, I don't think we've lost touch. We spoke How do you- about voting in MBS at the G7. Is that Washington, peut-être, est-ce que vous trouvez que c'est encourageant? Est-ce que vous avez l'impression qu'on s'en va dans la bonne direction? Bien, j'espère qu'il va y avoir une entente. On l'espère tous le plus vite possible. Chez nous, j'ai des travailleurs chez ArcelorMittal qui vivent avec le 50 puis qui voient ça un peu comme une épée de Moclès au-dessus de leur tête. Donc, on va être optimiste. On va espérer que si jamais il n'y a pas d'entente, en tout cas, qu'il va y avoir des mesures d'aide pour le secteur de l'acier, parce que pour l'instant, c'est silence radio, puis les gens, bien, ils ont besoin d'être supportés. Il y a des gens, en fait, sur les informations qu'on a, une des propositions de Mark Carney, c'est une participation canadienne au fameux dôme doré de Donald Trump. Ça vous inspire pas? C'est une bonne idée? On va laisser notre porte-parole de défense analyser la question. Un gars s'essaye. Merci. Merci. L'entente qui circule entre Ottawa et Washington, peut-être qu'on va en arriver à une conclusion. J'espère. J'espère. Je crois que chaque Canadien espère ça. Parce que on peut pas continuer comme ça, mais je sais que le premier ministre et l'équipe travaillent extrêmement fort sur ça. C'est la priorité le plus important pour nous. Une participation au Dôme doré en échange, ça vaut ça? On verra. Ottawa et Washington sur une possible entente. Moi, je parle juste d'aluminium aujourd'hui. Ben oui, mais c'est correct, c'est voilà, les tarifs. c'est ça. Mais tout à fait. Ben, ça me rassure, je ne sais pas, mais je peux vous assurer que s'il n'y a pas un règlement à court terme, l'entièreté des transformateurs d'aluminium du Québec risque de disparaître. Et ça, c'est des entreprises qui ont pris des années à construire, donc il est minuit moins S'il n'y a pas d'entente en fin de semaine ou au G7, est-ce qu'il faut riposter et augmenter les contre-tarifs? Ah, je vais laisser ça au gouvernement. Moi, ce que je souhaite, c'est une aide ciblée, des trucs qui pourraient ressembler à ce qui était la subvention salariale, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, avec 50 de tarifs sur l'aluminium, beaucoup d'entreprises passent pas au travail. Merci. Donc, bonjour rapidement. Je suis avec mes amis Martin et Michel des transformateurs d'aluminium qui sortent tout juste d'une rencontre avec François-Philippe Champagne pour parler des tarifs sur l'aluminium. Il faut savoir qu'il y a une dynamique différente entre les producteurs d'aluminium primaire et les transformateurs d'aluminium. On sait que les producteurs d'aluminium primaire, peut-être les reins un peu plus solides, sont capables de refiler une partie de leurs tarifs à leurs clients. C'est un peu plus difficile pour les transformateurs d'aluminium, donc je préférerais laisser peut-être la parole à Michel pour poursuivre. Alors bonjour, Michel Lavoie, PCP Aluminium, transformateur du Saguenay. On prend des lingots de laminage du Saguenay qui sont produits chez Rio Tinto et Alcoa. Entre autres, ce qu'on fait, un produit qui va généralement aux États-Unis à hauteur de 98 %. On a vécu les tarifs en 2018. On n'a pas eu d'aide du fédéral, zéro. Ce qu'on compte avoir cette année, on veut que l'argent des contre-mesures serve à aider les impactés. Nous, dans notre industrie, 50 % qu'il faut passer au suivant, ça n'existe pas, on ne peut pas. Et en plus, on fait de la valeur ajoutée au Saguenay, qui, jusqu'aux dernières nouvelles, n'était pas un défaut. Fait qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que le fédéral, il faut qu'il nous aide avec l'argent des contre-mesures pour aider nos travailleurs et nos entreprises pour qu'on soit capable de passer au travail. M. Simard, vous avez une rencontre avec M. Champagne, c'est bien ça? Oui, absolument. Est-ce que vous avez eu un engagement de sa part? On a un engagement à rester en contact, puis à regarder cette proche. Mais j'ai dit à M. Champagne que le temps allait vite, qu'on ne pouvait pas se permettre de payer 50 % de tarifs pendant trop longtemps. On ne peut pas parler du nombre de mois qu'on va être capable de rester en vie, mais à tout le monde, on veut que le fédéral, là-dessus, ça ne se voit pas une lettre morte, on voit que l'été s'en vient. On n'a pas eu de positionnement encore là-dessus, puis on s'attend que ça se fasse prochainement. Parce que là, pour l'instant, il y a 1,7 milliard de dollars qui ont été récoltés, selon les dernières informations, en contre-tarifs. Vous aimeriez avoir quelle portion de ça, mettons? L'équivalent de ce qu'on paye pour avoir accès au marché. Parce que là... Pardon. Excusez-moi, vous avez terminé. Continuez. L'équivalent de ce qu'on paye actuellement pour avoir accès au marché, parce qu'il y a une partie qui c'est la matière première, que tu sois aux États-Unis ou que tu sois au Québec, tu vas payer quand même le tarif sur la matière, c'est une chose. Mais ce qui nous impacte le plus dans notre cas, nous autres, c'est la valeur ajoutée qu'on crée au Québec puis au Canada. C'est cette valeur ajoutée-là qui est impactée puis qu'on paye des tarifs là-dessus, ce qui est, à notre avis, inconcevable que le fédéral empoche de l'argent là-dessus puis que nous autres, on ait à payer pour ça.
c'est qu'on savait déjà que le plan, c'était de verser de l'argent des contre-tarifs aux personnes et aux entreprises qui étaient impactées. Est-ce qu'on vous a dit pourquoi ça tardait, ces versements-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque en ce moment? Parce que l'argent est déjà récolté, une partie en tout cas. Là. Ce qu'on nous dit, c'est que si on aide tous les gens qui sont impactés actuellement au niveau de l'industrie de l'acier et de l'aluminium, c'est qu'il n'y aurait pas suffisamment d'argent pour être capable de le faire. J'ai mentionné au gouvernement que je pense que dans la caisse de tout ce qu'il y a d'argent pour l'assurance chômage, je considère que c'est une caisse qui doit être assez bien garnie de par le temps qu'on paye, justement, nos travailleurs payent. Moi, j'ai des gars qui ont fait 20 ans sans faire de chômage. Il doit y avoir un peu d'argent quand même dans la caisse, qui utilisent cet argent-là, puis qui utilisent l'argent des contre-mesures pour aider les entreprises impactées. Informations selon lesquelles il y aurait un document qui circule entre la Maison-Blanche et le gouvernement Carney, à l'initiative du gouvernement Carney, dans lequel il y a différentes choses qui seraient détaillées. Et ça serait en contrepartie de la levée des tarifs. Est-ce que ça vous encourage de voir qu'on est rendu là, au niveau où il y a un document physique qui circule entre les deux administrations? Tant mieux s'il y a une entente qui se trame, mais nous autres, notre job, entre-temps, c'est de s'organiser pour qu'on ait des entreprises qui passent au travail. Comme je l'ai dit, il y a un été qui s'en vient. Si jamais cette entente-là tombe caduque ou n'est pas acceptable, on va être encore dans la même dynamique. Nous autres, ce qu'on veut, au final, c'est de continuer à exporter, garder nos clients aux États-Unis, faire travailler nos gens, puis être capable de payer nos prêts parce qu'on a contracté quand même pas mal dernièrement. Oui, bonjour, Martin Garneau, président Fiordal Aluminium, en production depuis 5 ans. Écoutez, on parle des tarifs, on parle qu'il y a un document qui circule. C'est aussi une source de problématique vis-à-vis de nos clients. Certains de nos clients sont en ralentissement. Possiblement qu'ils se disent, c'est peut-être pas le moment d'acheter, peut-être que ça va se régler. Donc, une fois ce constat-là réalisé, on a besoin d'une solution rapide. On a besoin d'un support du gouvernement qui arrive aussi vite que la problématique se présente. Donc, pas d'autres commentaires. Peut-être juste, M. Simard, est-ce que, on a certains éléments qu'on sait qui sont discutés, notamment cette idée d'un dôme d'or. Au Bloc québécois, qu'est-ce qu'on pense de cette idée de participer avec les Américains à ce genre de bouclier anti-missile? Je vais pas parler à la défense. Je vais le prendre. Est-ce qu'on m'entend bien? J'ai toujours des problèmes avec les micros. Est-ce que c'est assez clair? On m'entend bien? Bien, écoutez, je dirais tout d'abord, par principe, on n'est pas contre ça. On l'avait même demandé au début de la guerre en Ukraine. Cependant, au stade où on en est, on en sait très, très, très peu. Puis donc, on est très, très loin de regarder le détail et de se dire est-ce qu'il y a assez de contrats de chez nous qui vont être là-dedans ou tout ça, ou est-ce qu'on est en train de signer un chèque en blanc, etc. C'est pas par amour pour l'idée d'une militarisation de l'espace. Est-ce que les circonstances vont l'imposer? On n'en est pas là pour l'instant. Merci. So, Garner, your leader called for some real limits on population growth. What would that entail? So this week in the House of Commons, I asked the immigration minister some very basic questions about what the government's plan was to enable people who are on removal orders or don't have a legal right to be in Canada, to get them to leave. They could not answer those basic questions. So I think the starting point to your question is, how can a Liberal government set immigration levels targets when they don't even know how many people who are supposed to leave the country are going to leave? So those are the sorts of questions that we're going to be asking the government, because this is such an important issue. You know, I don't fault people who want to come to Canada. I fault the Liberal government for clearly not having control over any sort of cogent plan to match immigration levels with Canada's capacity to house, especially temporary residents, provide jobs for everybody who's in this country, and also to address healthcare wait times. So a lot more information to try and get out of the government on this issue, but this week's performance in the House by the immigration minister in particular was particularly pathetic. Thank you. An unmitigated disaster. Do you agree with that assessment for Mr. Angus? An unmitigated disaster? Well, I think as a party, we certainly need to look at things. We had a catastrophic result. We need an independent post-mortem on the election, and I hope that the party takes this very seriously and makes decisions necessary in our rebuild. Do you feel that the party at this point is taking the necessary
steps to kind of do that soul searching and to figure out how to remedy the situation? Well, I certainly think that we have to deal with some governance matters in our party, and I think unless those governance matters are dealt with, due process, lifting up our Constitution in a transparent and honest way, I think it's going to continue to be a problem. What are the governance issues? Well, all I can say is that, we have an NDP constitution that outlines the duties, for example, of executive, council, and table officers, and they have an obligation to abide by our constitution and protect the Constitution that new Democratic members have agreed upon. Thank you. Have you met with chiefs about the government's infrastructure bill? Bill C-5, are you talking about? Well, I've been reviewing Bill C-5 on my own. It's highly problematic in the way that it provides ministers with overreaching powers to make decisions on nation-building projects which is not clearly defined. I have deep concerns with Bill C-5, and I look forward to completing my review and taking very clear actions on it. Thank you.